Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une nuit qui a vraiment marqué la France à jamais, hein, le 13 novembre 2015. Une soirée de musique, de fête qui a été transformée en cauchemar par une série d'attaques terroristes à Paris et Saint-Denis. On va essayer de revenir sur ces événements, en particulier ce qui s'est passé au Bataclan, avec les récits de ceux qui étaient là, et puis on regardera l'enquête complexe qui a suivi, les failles aussi, et puis le contexte plus large. L'idée, c'est vraiment de comprendre les différentes facettes. Oui, tout à fait. On va analyser comment ce commando, comment il a pu agir comme ça, déjouer la surveillance. On va parler des ratés de la coopération, notamment en Europe, et puis aussi la mobilisation incroyable des services de renseignement, de la justice que ça a déclenché après coup. C'est une histoire complexe hein, de violence, d'enquête, et puis des leçons qu'on en a tirées, ou pas d'ailleurs. D'accord. Alors, commençons peut-être par le Bataclan. C'est vrai que c'est devenu le symbole de l'horreur absolue ce soir-là. Il faut imaginer la scène, quoi. C'est un concert de rock, les Eagles of Death Metal. Ça joue fort, l'ambiance est électrique, joyeuse. On a les témoignages de David, Marie, Nicolas, Émilie. Ils décrivent tous cette soirée au début festive. Certains sont dans la fosse, d'autres sont au balcon. Un choix qui pour beaucoup va être décisif sans qu'ils s'en doutent. Et puis, vers 21h47, le chaos. Des tirs, au début la confusion, est-ce que c'est des pétards, des effets sonores du concert, mais ça dure pas longtemps. Le groupe quitte la scène en catastrophe, et là la panique s'installe quand tout le monde comprend que ce sont des tirs de Kalachnikov. Les récits parlent du son, assourdissant, de cette vague de dominos, des gens qui tombent dans la fosse. C'est ça, trois terroristes entre Ismaël Mostefai, Sami Amimour et Foued Mohamed Agad. Ils tirent méthodiquement dans la foule. Et là, il y a un point crucial, c'est l'action de Didier, le chef de la sécurité du Bataclan. Il a un réflexe immédiat, il comprend tout de suite, il arrive à ouvrir des issues de secours sur le côté. Ça a permis à des centaines de personnes de s'échapper par là, avant qu'il soit lui-même obligé de sauter dans la fosse pour éviter les balles. Un geste héroïque, vraiment. Pendant ce temps, à l'EPAL et au balcon, la fuite est quasi impossible, les escaliers sont sous le feu. Nicolas et Émilie, par exemple, ils racontent avoir rampé vers une loge où ils vont se cacher avec des dizaines d'autres personnes. Et puis, il y a ceux qui tentent le tout pour le tout par les fenêtres qui donnent sur une cour intérieure. David, Sébastien, ils se retrouvent suspendus dans le vide. Il y a cette image terrible et forte de Sébastien qui arrive à remonter une femme enceinte qui est en train de glisser du rebord de la fenêtre. Il lui sauve la vie. Et puis arrivent les premiers policiers, ceux de la BAC, la brigade anticriminalité. C'est peu avant 22 heures. Ils sont sous-équipés face à des armes de guerre, mais ils décident quand même d'entrer. C'est un commissaire et son brigadier qui entrent les premiers. Ils progressent et vers 22h07, ils arrivent à neutraliser Sami Amimour, qui est sur scène. Il est touché et son gilet explosif, il détonne. Et c'est là que ça devient... Enfin, c'est déjà terrible, mais ça prend une autre dimension, encore plus effroyable. Les deux autres terroristes, Mostafa et Iago, ils montent à l'étage et ils prennent une douzaine de personnes en otage. Ils les regroupent dans un couloir très étroit et ils s'en servent comme bouclier humain face aux fenêtres où les policiers pourraient tirer. Les récits des otages, David, Stéphane, Marie, Victor, ils sont glaçants, forcés de crier des menaces aux policiers, sous la menace constante des armes, des gilets explosifs. Il y a cette anecdote de Victor, qui a un rire nerveux, un rire de stress absolu, et qui manque de se faire exécuter pour ça. La tension est inimaginable. C'est à ce moment-là que la BRI arrive, la brigade de recherche et d'intervention. Eux, ils sont spécialisés dans les prises d'otages. Ils installent leur poste de commandement, mais la progression est très lente, très dangereuse. La salle est un champ de bataille. Il y a des corps partout, le risque d'autres explosions. Ils tentent quand même une négociation par téléphone vers 23h27, mais ça apparaît vite inutile. Les terroristes, ils demandent le retrait des troupes françaises de Syrie, d'Irak. Des demandes irréalistes, ils semblent surtout là pour mourir en martyrs. Donc, l'assaut final est décidé. Il est lancé à 0018. C'est une colonne de la BRI qui avance, protégée par un énorme bouclier mobile, le bouclier Ramsès. Ce bouclier, il va encaisser 27 impacts de balles. Ils avancent sous le feu des terroristes, ils utilisent des grenades aveuglantes, assourdissantes. Finalement, un policier réussit à abattre Mostefai. Son gilet explose, mais heureusement sans faire de victimes parmi les otages juste à côté. Et Mohamed Agad est neutralisé juste après, alors qu'il essaye lui aussi d'activer sa bombe. L'évacuation ensuite, chaotique.
Ceux qui étaient cachés, comme Nicolas et Émilie qui étaient montés se réfugier dans les combles, ils sortent et découvrent l'horreur absolue de la fosse. Les descriptions parlent de collines, de corps, de l'odeur, du sang partout, des téléphones qui sonnent dans le vide, l'enfer. Le bilan au Bataclan est de 90 morts. Et dès les premières heures, l'enquête démarre. L'enquête V13. Un élément clé est trouvé quasi immédiatement, une Polo noire, garée pas loin du Bataclan. Elle est louée en Belgique au nom de Brahim Abdeslam, un des kamikazes qui s'est fait exploser aux terrasses. Donc le lien avec la Belgique est fait tout de suite, le procureur belge est contacté et la réponse est immédiate. C'est du belge. Oui, la piste belge s'impose d'emblée. Les enquêteurs identifient assez vite plusieurs des assaillants. La plupart sont français, souvent connus pour radicalisation, revenus de Syrie pour beaucoup. Le bilan total de cette nuit terrible, c'est 130 morts et plus de 350 blessés, sur tous les sites, Stade de France, les terrasses, le Bataclan. Et cette piste belge, elle mène rapidement à un nom, Abdelhamid Abaoud. C'est un Belge d'origine marocaine, ami d'enfance des frères Abdeslam, une figure connue du djihadisme parti en Syrie. Au début, on le croit encore en Syrie, mais là, énorme surprise, il est repéré sur des vidéos de surveillance du métro parisien juste après les attentats, le 13 au soir, quelques heures après. Il est avec un complice, Shakib Akro. Incroyable. Il était donc revenu et présent à Paris ce soir-là. Et comment il le localise? C'est grâce à un témoignage crucial. Une femme qui héberge, sans savoir qui c'est au début, sa propre cousine, Asna Aïd Boulassen. Et cette cousine lui demande de l'aide pour trouver une planque pour quelqu'un qui s'avère être Abaoud. Cette femme, Sonia, elle prévient la police. Et ça mène les enquêteurs à un appartement à Saint-Denis, rue du Corbillon. L'assaut est donné le 18 novembre au matin. C'est un assaut très violent, long. Abaoud et son complice Akrou sont tués, ainsi que la cousine. Détail qui sortira après, les terroristes n'avaient en fait qu'un pistolet automatique. La plupart des milliers de tirs venaient des forces de l'ordre, qui craignaient des gilets explosifs. Et ça nuance un peu l'image d'Abaoud comme cerveau unique et tout-puissant. Il était plutôt le coordinateur sur le terrain, revenu pour peut-être commettre un autre attentat à la Défense. Et pendant ce temps, il y a la traque de l'autre membre du commando, le seul survivant direct, Salah Abdeslam. Lui, il a renoncé à se faire exploser près du Stade de France. Oui, sa traque va durer 126 jours. Une longue cavale, principalement en Belgique. Il est finalement arrêté à Molenbeek le 18 mars 2016, après une dernière fusillade quelques jours avant, rue du Driss, où il avait réussi à s'échapper. Son arrestation est évidemment capitale pour le procès V13. Mais alors, on en revient à la question qui fâche. Comment est-ce que tout ça a pu arriver? Clairement, il y a eu des failles. Ah oui, des failles béantes. Et la première, c'est le manque criant de coordination, de partage d'informations entre les services de renseignement européens, surtout entre la France et la Belgique. Bernard Cazeneuve, qui était ministre de l'Intérieur, l'a dit lui-même, il a déploré ne pas avoir reçu d'alerte suffisante de la part de ses homologues belges sur la dangerosité et les déplacements de ces individus. C'est fou quand même, hein. Abaoud, on l'a dit, l'homme le plus recherché d'Europe à ce moment-là, il traverse 8 pays pendant l'été 2015, tranquille, en empruntant la route des migrants. Oui, et ce n'était pas le premier avertissement de ce type de mode opératoire. Il y avait eu la cellule de Verviers en Belgique en janvier 2015, démantelée juste à temps par la police belge. Mais cette cellule a été déjà pilotée par Abaoud depuis Athènes cette fois. Elle utilisait la Belgique comme base arrière. Et certains membres avaient aussi utilisé la route des migrants. Abaoud avait d'ailleurs échappé de peu à l'arrestation en Grèce parce que les Belges avaient lancé l'assaut à Verviers un peu trop tôt. Donc des signaux existaient déjà. Clairement. Et ça montre un problème plus profond, un cloisonnement des services. Chacun travaillait un peu dans son coin, sans forcément partager l'info cruciale au bon moment avec le voisin. La coopération n'était pas à la hauteur de la menace transnationale. Et même au niveau national, en France ou en Belgique, les frères Abdeslam par exemple. Brahim est interrogé à son retour de Syrie en février 2015. Il nie tout, on le relâche. Et son téléphone, qui contenait apparemment des échanges compromettants avec Abaoud, il n'est analysé que 1 an après les attentats. C'est incompréhensible. Oui, c'est un des ratés majeurs. Et Salah Abdeslam, lui aussi, est interrogé par les Belges, signalé par les Espagnols comme potentiellement radicalisé, mais il le jugeait non dangereux, pas de suivi particulier. Aberrant. Autre rendez-vous manqué, et celui-là est particulièrement troublant, l'interrogatoire de Reda Amoulé en août 2015. Il rentre de Syrie, il est arrêté en France, et il avoue au juge antiterroriste Marc Trévidic qu'Abaoud l'a entraîné et lui a donné pour mission de frapper une salle de concert à Paris. L'info est là, précise.
Une salle de concert. Oui, mais l'information est jugée crédible, mais trop imprécise pour agir. Quelle salle? Quand? C'est considéré comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais rétrospectivement, Oui, rétrospectivement, c'est glaçant. Et il y a eu aussi l'attaque ratée du Thalys en août 2015. exactement, Ayoub al-Khazani, armé par Abaoud via la Syrie, et puis Mohamed Abrini, le complice logistique du 13 novembre, qui sera aussi l'homme au chapeau de l'attentat de Bruxelles. Lui, il était sous surveillance à Bruxelles début novembre 2015, mais une surveillance légère, il échappe aux filatures juste les jours cruciaux avant les attentats. S'il avait été suivi de plus près, peut-être que ça aurait mené à une déplanque du commando. C'est une accumulation en fait, pas une seule erreur, mais une série de signes manqués, peut-être une sous-estimation de la menace. Et le pompon, c'est Salah Abdeslam qui est contrôlé à la frontière franco-belge le 14 novembre au matin, le lendemain des attentats. Il est dans une voiture avec 2 complices venus le chercher à Paris et il est laissé repartir. Parce que son nom n'était pas encore remonté dans les bons fichiers ou pas synchronisé entre la France et la Belgique à ce moment précis. Incroyable. Oui, ce contrôle manqué est emblématique des problèmes de coordination. Mais justement, le 13 novembre va provoquer un électrochoc, une prise de conscience brutale en Europe. Il faut absolument renforcer la coopération. Des agences comme Europol pour la police, Eurojust pour la justice vont voir leur rôle renforcé. On va mettre en place des systèmes pour partager beaucoup plus massivement les données, téléphonie, fichiers, etc. Même s'il y avait, et il y a toujours, des réticences des États à partager leurs informations sensibles, la nécessité est devenue évidente. Et est-ce que cette coopération améliorée a donné des résultats concrets rapidement après les attentats? Oui, il y a eu des exemples. L'arrestation en Autriche, à Salzbourg, de 2 hommes, Adel Haddadi et Mohamed Ousmane. Ils étaient arrivés avec les kamikazes du Stade de France via la route des migrants, mais avaient été retardés. Grâce au partage d'informations via Eurojust entre l'Autriche, la France et la Belgique, on a pu remonter à un nom de code en portant Abou Ahmed, suspecté d'être un commanditaire. Autre exemple, l'extradition de Bilal Chatra depuis l'Allemagne. C'était l'éclaireur d'Abaoud sur la route des Balkans. Son extradition vers la France a été complexe, a nécessité une intervention politique au plus haut niveau, mais elle a pu se faire grâce à cette coopération renforcée. Avec la Turquie, par contre, la coopération est décrite comme plus contrastée. Bonne au début, puis devenue plus compliquée, notamment sur fond de tensions politiques autour de la question kurde. Et au-delà de l'Europe, avec les États-Unis. Là, la coopération a été considérablement renforcée. Il y a eu des rencontres entre François Hollande et Barack Obama. Surtout, un partage de renseignements beaucoup plus intense qu'avant. La France est devenue, de fait, un partenaire privilégié des Five Eyes, l'alliance de renseignement anglo-saxonne spécifiquement pour lutter contre Daesh. Un comité spécial, Lafayette, a été créé pour coordonner les efforts. L'objectif commun était clair: identifier et neutraliser les hauts responsables de Daesh impliqués dans la planification des opérations extérieures, ceux qui étaient basés en Syrie et en Irak. Et on sait qui étaient ces responsables visés? Oui, l'enquête et le renseignement ont permis de dessiner l'organigramme. Il y avait bien sûr al-Baghdadi, le chef autoproclamé de Daesh, son porte-parole et numéro 2, al-Adnani, très impliqué dans les opérations extérieures, et puis ce qu'on a appelé le comité des opérations extérieures, COPEX, avec des gens comme Abaoud, mais aussi Boubaker El Hakim, un franco-tunisien, et surtout Oussama Attar, le fameux Abou Ahmed, identifié grâce aux arrestations en Autriche. C'est un belgo-marocain et on découvrira qu'il est le cousin des frères El Bakraoui qui commettront les attentats de Bruxelles. Il y avait aussi un certain Abou Loukman, chef de l'Amniat, la police secrète de Daesh. Et ces personnes ont été neutralisées? Oui, entre 2016 et 2019, une série de frappes ciblées, souvent américaines mais basées sur du renseignement partagé, notamment français, ont éliminé la plupart de ces chefs. Al-Adnani, El-Hakim, Oussama Attar, probablement tué en 2017, mais sa mort n'a été confirmée que plus tard, Lokman et finalement al-Baghdadi lui-même en octobre 2019 lors d'un raid américain. Ces opérations ont été efficaces pour décapiter la structure de commandement des attentats, mais elles soulèvent aussi évidemment des questions éthiques et légales sur ces éliminations ciblées en zone de conflit. Et vous parliez des frères El Bakraoui. Les attentats de Bruxelles, en mars 2016, sont donc directement liés au 13 novembre? Exactement.
C'est la même cellule terroriste franco-belge, les membres qui étaient encore en liberté à Bruxelles, notamment les frères El Bakraoui et Najim Lashraoui, l'artificier des 2 attentats, se sentent traqués après l'arrestation de Salah Abdeslam le 18 mars. Ils décident alors de précipiter leur plan et de frapper Bruxelles 4 jours plus tard, le 22 mars, à l'aéroport de Zaventem et dans le métro Maelbeek. La preuve définitive du lien et du rôle de commanditaire d'Oussama Attar viendra de la découverte d'un ordinateur portable jeté dans une poubelle près d'une planque à Bruxelles. Il contenait des fichiers audio où Attar donnait ses instructions pour les 2 vagues d'attentats, Paris et Bruxelles. Le parcours d'Attar est d'ailleurs assez révélateur des failles entre-temps. Emprisonné en Irak avec al-Baghdadi, à Abu Ghraib, libéré notamment grâce à une campagne et des interventions politiques belges pour raisons humanitaires, puis reparti en Syrie sans trop de difficultés. C'est vertigineux. L'enquête V13, elle, se termine fin 2019 et ouvre la voie au procès historique qu'on a connu. Mais la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce qu'un drame comme le 13 novembre serait encore possible aujourd'hui? C'est la grande question. D'un côté, la coopération européenne s'est indéniablement améliorée, même si elle n'est jamais parfaite. Daesh a perdu son califat territorial en Syrie et Irak, donc sa capacité à projeter des commandos entraînés et planifier des opérations complexes depuis là-bas est très réduite. Mais de l'autre côté, la menace a muté. Elle a changé de forme. C'est-à-dire? Comment elle a changé? On est passé de ce terrorisme très organisé, planifié depuis l'étranger, à un terrorisme qu'on dit plus endogène ou inspiré, c'est-à-dire des actions menées par des individus, souvent isolés, qui se sont radicalisés sur place, souvent en ligne. Ils agissent parfois avec des moyens plus rudimentaires, des couteaux, des véhicules béliers, mais peuvent être tout aussi meurtriers. C'est ce qu'on appelle parfois le terrorisme bas du spectre. Ces individus sont plus difficiles à détecter pour les services de renseignement, même si on nous dit que de nombreux attentats sont déjoués, plus de 35 projets cités par les autorités françaises ces dernières années, et l'utilisation croissante d'algorithmes pour tenter de repérer les signaux faibles de radicalisation pose de nouvelles questions sur l'équilibre entre la sécurité et les libertés individuelles. Donc le danger est toujours là, mais différent. Oui. Et plus largement, il faut voir le terrorisme comme un symptôme de problèmes plus profonds. Des conflits régionaux non résolus, comme la crise syrienne qui perdure, des frustrations politiques, économiques, sociales dans certaines régions du monde. L'objectif final de groupes comme Daesh, ce n'était peut-être pas tant une victoire militaire impossible que de saper nos démocraties de l'intérieur, de nous pousser à la division, à la peur, à renier nos propres valeurs au nom de la sécurité. C'est vrai que ce parcours à travers les événements du 13 novembre et tout ce qui a suivi, ça montre la brutalité de l'attaque, l'incroyable complexité de l'enquête internationale qui a été menée, les failles douloureuses, humaines, systémiques, mais aussi, il faut le dire, la résilience des victimes et une certaine capacité de réaction et de coopération face à l'horreur. Oui, l'enquête V13, c'est vraiment un cas d'école sur tous les défis du contre-terrorisme aujourd'hui. Cette tension permanente entre sécurité et liberté, le besoin absolu d'une coopération internationale fluide, rapide, qui dépasse les vieux réflexes nationaux, et puis l'importance aussi de ne pas juste traiter les symptômes, mais d'essayer de comprendre les racines profondes de cette violence politique. La menace change, elle évolue, donc la vigilance doit s'adapter en permanence. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça pour l'avenir? Est-ce que ces événements tragiques ont durablement changé notre rapport à la sécurité, notre regard sur l'autre, sur nos propres sociétés démocratiques? C'est une question essentielle et qui n'a pas de réponse simple. Dans cette lutte contre un ennemi qui cherche précisément à nous diviser, à exploiter nos peurs, à éroder nos fondements démocratiques, comment on trouve le bon équilibre ? Comment on assure la sécurité nécessaire sans tomber dans une surenchère sécuritaire qui, au final, pourrait être la vraie victoire de ceux qui nous attaquent ? C'est une réflexion qui doit continuer, je crois. Absolument. Une réflexion à poursuivre. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette exploration approfondie et nécessaire. À bientôt.